Bonjour à toutes. Bon, vous arrivez nombreuses, c'est parfait. Bonjour à toutes et bienvenue sur ce webinaire sur la gestion du temps. Donc, on est vraiment ravis d'accueillir Pauline Monestier pour pouvoir l'accueillir, pour pouvoir l'animer, pardon. Et comme je lui disais, c'est vraiment une thématique qui vous tient à cœur. On le sait, la gestion du temps est centrale dans votre organisation. Et donc, on est vraiment très, très contente de pouvoir avoir de l'information sur cette thématique. Pauline, je vous laisse la parole. Merci, je suis ravie de passer ce moment avec vous. Effectivement, c'est une thématique qui est très demandée et surtout, on a la chance d'arriver à un moment aujourd'hui dans notre vie où les mêmes histoires qu'on raconte, que l'on soit jeune, moins jeune, cadre, non cadre, français, étranger, etc., nous parlent à tous, parce qu'on est tous contraints un peu de subir les lois du temps. Et c'est super de se dire qu'aujourd'hui, on peut quand même partager nos expériences pour arriver à mieux reprendre voilà, le contrôle, la main sur notre organisation pour en fait se sentir mieux au quotidien. Parce qu'en gros, la situation ne va pas forcément changer, mais au lieu de la subir, on va arriver à la décider. Et c'est tout là l'enjeu qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Pauline. Moi, j'ai fait un parcours de voilà, école de commerce, etc., conseil en conduite de changement, et je travaillais justement notamment dans la création et l'animation de réseaux de femmes. Et j'ai eu la chance de rencontrer des coachs dans ce contexte-là. Et donc, je me suis dit, ah ben non, mais en fait, moi, je veux devenir coach. Et donc, j'ai refait une formation. Et donc, depuis 2016, je suis coach certifiée. Et donc, j'ai créé ma société. Et donc, voilà, j'interviens dans les entreprises, dans les associations, dans les écoles de commerce aussi, pour travailler sur son savoir-être. Voilà, une compétence. Notre CV comportemental est aussi important aujourd'hui que notre CV de compétences. Donc voilà, c'est tout ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions au-delà même de la gestion du temps. Moi, je serais contente de rester avec vous un peu après si vous avez besoin. Alors, on va commencer. C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour échanger. On a ce petit moment rien que pour nous. Et voilà, ce qui reste entre nous, c'est ce petit moment. Alors, avant de commencer, il faut déjà faire redescendre la pression. C'est-à-dire que j'ai beau vous raconter les plus belles histoires du monde sur la gestion du temps, votre cerveau, il est câblé de telle manière qu'il va retenir que ce dont vous avez besoin. Votre cerveau ne retient que ce dont vous avez besoin. Donc la première question à vous poser, c'est à quoi saurez-vous que cet atelier est utile pour vous? Et je vous la pose. N'hésitez pas à répondre sur le chat. À quoi saurez-vous que cette heure et demie passée ensemble là est utile pour vous? À quoi saurez-vous que ce moment est réussi pour vous? C'est important de concrétiser auprès de votre cerveau ce que vous en attendez pour que l'ancrage mémoriel opère et que vous vous souveniez de ce qui est utile pour vous. Vous aurez la présentation et donc dites-vous que là, on va avoir plusieurs idées. Et certaines vont vous parler aujourd'hui parce que justement, c'est utile pour vous. D'autres vous parleront plus tard. Donc l'idée, c'est vraiment de relire cette présentation dans une semaine, 3 semaines, 3 mois, 6 mois, un an. Et vraiment se dire que, voilà, à un moment donné, il y a certaines idées qui ne vous paraissaient pas importantes pour vous aujourd'hui, mais le sont devenues pour vous plus tard. Donc soyez vraiment, on va dire, cool avec ça. Il y a certaines choses qui ne vont pas vous parler et c'est OK. Donc merci pour toutes vos réponses. Mieux m'organiser sans stress, savoir définir rapidement les priorités. Voilà. À ne plus me disperser, meilleure organisation des outils. Très bien. Mais moi aussi, je vais vous dire en quoi je considère que ce serait un atelier réussi. Déjà qu'on passe un bon moment. Voilà, cette petite bouffée d'oxygène, ce petit break dans la routine. Pour moi aussi, j'en ai besoin. Et aussi que vous repartiez chacune avec au moins un seul outil, mais que vous pouvez mettre en place dès 11h30. L'idée, c'est qu'on va avoir des outils qui dépendent uniquement de vous, disponibles 24 heures sur 24, tout terrain, parce qu'en fait, ils dépendent uniquement de vous. Et d'ailleurs, de croire qu'il pourrait y avoir une application magique qui viendrait gérer tous nos problèmes de temps, c'est vraiment à l'heure, parce que ça voudrait dire qu'on est tous pareils. Et donc la question que je vous pose, c'est bien celle-là. Selon vous, le temps est... Comment vous complétez cette phrase?
Pour vous, c'est quoi le temps là? Ce qui vous vient à l'esprit, vraiment spontanément, la première chose qui vous vient à l'esprit aujourd'hui. Abstrait, précieux, fuyant, court. Je lis pas tout, hein, parce que anxiogène, ensoleillé, court, incontrôlable et en même temps un repère. Ça passe trop vite ou pas assez vite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces DS où on passait 4 heures sur une thématique et si on n'avait rien sur le sujet, ça paraissait un petit peu long. Voilà, ça peut être aussi ça. Ouais, merci Caroline, Akima. Ce qui est important de comprendre derrière toutes vos questions, toutes vos réponses, pardon, c'est qu'on a tous notre propre vision du monde. C'est Kant qui nous disait on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel que l'on est. C'est pour ça aussi de faire cet effet entonnoir sur qu'est-ce qui est utile pour moi aujourd'hui, maintenant, par rapport à ma vision du temps aujourd'hui. C'est un exercice important pour vraiment se câbler sur le petit outil que je vais pouvoir mettre en place dès la fin de l'atelier, mais qui sera efficace et que je pourrai faire, qui sera accessible pour moi. C'est ça qu'on va venir chercher aujourd'hui. Élastique indéfini. Voilà. Alors, tout ça, ça nous fait bien comprendre l'idée qu'on ne va pas essayer de chercher l'application magique grâce au digital qui va venir résoudre tous nos problèmes parce qu'en fait, elle n'existe pas. Ou alors, c'est vraiment un leurre parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est tous pareils. Or là, je vois beaucoup, beaucoup de réponses déjà sur la définition même du temps. Donc voilà, si on croise ça avec nos priorités, après, c'est encore plus titanesque. Ce qu'il faut comprendre, on va voir quelques prérequis avant de rentrer dans les lois du temps et les bonnes pratiques. C'est que le temps se donne, mais ne se reprend pas. C'est une des rares choses, peut-être même la seule chose qui se donne et que l'on ne peut pas reprendre. Un bouquet de fleurs, au pire, vous le donnez, vous pouvez le reprendre. Hein. C'est quelque chose que vous donnez. Et on oublie souvent que c'est Sénèque qui disait que c'est la seule chose qui nous appartient vraiment, le temps. Et je décide de le donner pour passer ce temps avec vous, avec telle personne, sur tel sujet. Vous disiez tout à l'heure que c'était précieux. Oui, c'est précieux parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas reprendre. Donc l'idée, c'est de se dire, je suis OK avec le temps que je passe à faire cette action-là parce qu'elle va m'apporter quelque chose. Okay. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac à main de temps le matin quand je commence ma journée? Petite question rapide, là encore, l'idée, c'est de ne pas trop réfléchir. Entre 1 et 10, à combien estimez-vous vos chances aujourd'hui, là, d'arriver à bien gérer votre temps? 10 étant, je gère bien mon temps, je suis OK avec ça. OK. Jeanne, 3, 2, Véronique. Okay. Les personnes qui sont entre 1 et 3, c'est important que vous posiez la question vraiment de ce que vous attendez derrière la gestion du temps. Hein. Parce qu'il y a voilà, en quoi cet atelier sera utile pour moi. Vraiment, prenez le temps de vous poser cette question. Parce qu'il y a c'est peut-être pas encore assez clair, Sandra, notamment, sur ce que vous attendez de la gestion du temps. D'accord? Pour celles entre 4 et 7, bah, l'idée, ça va être vraiment de trouver le petit outil qui va vous permettre de vraiment changer les choses dans votre quotidien. Et celles à 7-10, c'est bien. C'est-à-dire que vous croyez suffisamment en votre capacité à pouvoir gérer votre temps que normalement, au fil des bonnes pratiques qu'on va partager ensemble, vous serez encore plus fort pour mener à bien ce projet. Mais je répète, hein, celles qui sont 1, 2, 3, reprenez le temps de vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière pour vous, la gestion du temps? Ce n'est pas assez précis, il faut que vous posiez cette question pour que ça ait un impact, en fait, pour que vous croyiez un minimum en votre capacité à gérer votre temps pour que ce soit efficace, en fait, les outils qu'on va voir ensemble. On va suivre le profil d'Isabelle. Isabelle, elle est bien dans son job, c'est une maman. Ah oui, en fait, moi aussi, je suis maman. Si vous avez des questions, voilà, je suis à Paris avec 3 enfants, 3 petites filles entre 6 mois et 6 ans. Donc voilà, je peux comprendre certaines situations si vous avez des questions là-dessus. Donc là, on va suivre Isabelle, plutôt bien dans son job, etc. Mais elle se dit toujours qu'elle peut améliorer son organisation et elle fait un arrêt sur image. Voilà. Elle se dit, voilà, je suis toujours en train de chercher la meilleure info dès que j'aborde un sujet et ça me prend énormément de temps parce qu'il y a
l'infobésité sur Internet. Je m'inscris à 10 newsletters, mais en fin de semaine, je me rends compte qu'en fait, j'en ai lu aucune. Toujours avec sa boîte mail allumée pour vérifier qu'elle peut peut-être répondre à l'un de ses collègues et l'aider, etc. Mais au final, elle est vraiment sursollicitée. Elle est toujours aussi attirée par des nouveaux projets parce qu'avec Internet, il y a vraiment beaucoup de beaux projets aussi qui se dessinent. Elle essaye toujours d'apprendre, de se former, rester autonome, pas forcément avoir besoin d'aide. Elle se dit, je vais y arriver toute seule aussi. Il y a plein de formations, je vais le faire moi-même. Et aussi, elle essaye en permanence de faire un maximum de choses en un minimum de temps. Sauf que là, ça fait beaucoup. Elle se dit, j'ai besoin de faire un arrêt sur image et de reprendre un peu les choses en main. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment Isabelle s'en sort. Caroline, il y a des jours où je me sens épuisée. Oui. D'ailleurs, petite astuce de coach, si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose. Mais vraiment, ne pensez pas à un éléphant rose. J'imagine que vous avez toutes plus ou moins quand même l'image d'un éléphant rose en tête. Les mots que vous utilisez sont très très importants. Caroline, quand vous dites je suis épuisée, je suis fatiguée, vous envoyez le mot épuisé, fatigué à votre cerveau. Toujours quand vous avez des mots négatifs, essayez de les reformuler en positif pour envoyer ce que vous voulez à votre cerveau pour qu'il mette en place les actions pour y arriver. Je pourrais être plus en forme. Je vous assure, hein, quand le matin vous vous réveillez, vous dites je suis fatiguée, votre cerveau, il va trouver toutes les bonnes raisons tout au long de la journée de vous confirmer le fait que vous êtes fatigué. Si vous dites je pourrais être plus en forme, je vous assure, on pourra échanger après si vous voulez, après avoir expérimenté ça. À 18h, par exemple, vous dites ah, mais j'étais censée être fatiguée, j'ai même pas eu les yeux qui ont piqué, j'ai même pas pris de café cet après-midi. Vous allez voir, faites l'essai, reformulez vraiment en positif avec des mots positifs. Merci Valérie de soutenir votre Shiva, etc. Stéphanie, on va voir tout ça, c'est complètement normal et en plus, c'est décupler tous ces comportements de je veux faire un maximum de choses en un minimum de temps à cause ou grâce au digital. Voilà. Isabelle, elle s'est bien rendue compte qu'avec le digital, là, depuis l'arrivée de l'iPhone en 2007, la 4G en 2012, tout s'accélère et son bureau, il ne ressemble plus vraiment à celui qu'elle connaissait au début de sa vie professionnelle. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas de savoir si le digital, c'est bien ou mal. C'est comment moi, je reprends le contrôle. De toute manière, vous n'avez pas, sauf si vous allez vivre dans une grotte, le digital est omniprésent. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, il faut arriver à vivre avec. Et comment je vis avec et comment ça me sert aujourd'hui. Parce que Isabelle, en fait, elle souffre de tendinite. Hein. Voilà, elle est toujours en train de dire je suis débordée, oui, j'aimerais bien, mais je ne peux pas, tu comprends, etc. J'imagine que vous êtes plusieurs à souffrir aussi de cette petite tendinite. Mais ça se soigne, entre guillemets, ça se travaille en tout cas. Elle se dit aussi tout le temps oh, je ne supporte plus de me rendre compte que je viens de passer 20 minutes sur Instagram alors que j'avais pris mon téléphone pour regarder mon agenda et justement m'organiser. Et justement, je perds la notion du temps alors que je suis à 5 minutes près. Et ça l'énerve. Là, on a l'exemple de Julie, une chef de projet. Il y a un petit livre de 2 heures chrono pour déconnecter que vous pouvez parcourir avec quelques astuces aussi qui peuvent vous aider. Isabelle, elle fait partie de ces Français qui passent 5 heures, un peu plus de 5 heures par jour sur Internet. La moyenne dans le monde, c'est plus de 6 heures. Hein. Les Philippins, ils sont à près de 10 heures, pour vous donner un petit repère. Je ne sais pas où vous vous situez par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on utilise quand même les écrans et Internet en permanence. Et ne serait-ce que pour écouter de la musique, mais quand il y a de la musique, souvent il y a de la pub ou il y a de la distraction parce qu'il y a des petites vidéos sur le côté. Voilà, c'est aussi... voilà. Elle fait un arrêt sur image, Isabelle, elle prend conscience qu'elle est comme tous les Français. Et la question, c'est de savoir, mais si ces 5 heures-là, elles me faisaient passer du temps, elles me faisaient gagner du temps, est-ce que je le vivrais mieux, en fait? Parce que c'est vrai que quand je fais la queue au supermarché et qu'entre-temps, je réponds à mes messages WhatsApp ou j'organise un doodle, etc., le fait de passer ce temps-là sur Internet, je suis plutôt OK. Hein, et je me dis, en fait, ça me fait gagner du temps de passer autant de temps sur Internet. Donc la question et l'objectif auquel on souhaite arriver, en tout cas Isabelle, cette maman qui est bien dans son job, mais qui sent que ça glisse en gros, et qui doit gérer sa vie de famille personnelle et familiale et professionnelle en même temps, elle se dit, en fait, ce que je ne veux plus subir, je veux décider de ce que je veux faire de mon temps.
pour ça que c'est très important de savoir finalement ce que vous feriez de votre temps gagné. Moi, je me souviens d'un programme de reverse mentoring pour aider les personnes qui sont moins à l'aise avec le digital à monter en compétence dans le digital avec un client. Et donc, on faisait un point d'étape à mi-parcours et la personne racontait: «Regardez, j'ai telle application qui me fait gagner énormément de temps et puis je fais ça, ça m'a fait gagner du temps et puis maintenant je m'organise comme ça m'a fait gagner du temps». Et je me souviens de lui avoir posé la question: «Mais alors qu'est-ce que vous faites maintenant avec ce temps gagné comme vous dites?» Et là, silence. Elle ne savait absolument pas, en fait, finalement, quoi faire de ce temps-là. C'est pour ça qu'on va voir aussi tout à l'heure, mais c'est important de garder en tête que le temps, c'est quelque chose que vous donnez, mais que vous ne pouvez pas reprendre. Donc bien vivre avec son temps, c'est aussi se dire: «Qu'est-ce qui a du sens pour moi?» On y reviendra tout à l'heure. Le temps présent, et Christine, on y reviendra sur la fin aussi, le pouvoir du maintenant, quoi. Un autre prérequis, c'est de se dire que le temps est un choix. Alors, il y a plein de super grandes phrases dans la vie, hein, comme «le temps est un choix» et cetera. Moi, il y a un moment, ça m'énerve ces grandes phrases. Si je ne comprends pas, si je ne ressens pas ces mots, pour que ça ait vraiment du sens. Donc le temps est un choix, OK. Je sais qu'il faut dire: «J'ai pas pris le temps de t'appeler», je sais qu'il faut dire: «J'ai pas pris le temps de faire du sport parce qu'au final, c'est un choix, blablabla». Mais concrètement, il manque l'étape de ressentir que le temps est un choix. Souvenez-vous de cette image, l'image de la fuite d'eau. Vous imaginez en début de semaine, on vous demande de donner 1 heure de votre temps pour faire, par exemple, du mentoring ou bref, quelque chose où vous considérez à ce moment-là que vous êtes trop charrette et que vous n'avez pas le temps de le faire. Ou même du sport pour vous, 1 heure tous les soirs, de lecture ou de sport, et cetera. Ils disent: «Non, j'ai pas le temps de le faire, je suis débordée», et cetera. Cette fameuse tendinite. Mais si d'un seul coup, on vous appelle lundi matin à 11 heures, vous venez tout juste de bien commencer à vous mettre dans votre efficacité du jour, et là on vous dit: «Ah, il y a une fuite d'eau dans ton appart et tout, il faut absolument venir», et cetera. Plombier, puis tout nettoyer, blablabla, blablabla. À la fin de la semaine, vous vous rendez compte que ça vous a pris en moyenne 1 heure par jour de régler ce problème de fuite d'eau. Vous avez trouvé le temps de le faire parce que c'était une priorité pour vous. Donc, tout l'enjeu est là et j'ai vu plusieurs réponses sur, voilà, essayer de trouver quelles sont mes priorités pour mettre mon énergie au bon endroit au bon moment. On trouve toujours du temps pour réparer une fuite d'eau parce que c'est une priorité pour nous. Donc l'idée, c'est d'aller trouver quelle est ma fuite d'eau pour être OK avec le fait de passer cette heure par jour, par exemple. Euh, si à un moment donné dans ma vie, j'ai besoin de beaucoup bosser, mais je suis OK pour ne pas faire de sport, en fait, pour tirer un peu plus sur mon corps, vous pouvez être OK avec cette situation-là. Si vous prenez conscience, si vous êtes en conscience que c'est votre priorité à ce moment-là de votre vie, et après, vous prendrez plus soin de votre corps et tout, et c'est OK, encore une fois. L'idée, c'est, il n'y a pas de schéma préétabli pour chacun, on est tous différents, vous l'avez vu avec les réponses. Donc, c'est encore cette idée de je ne veux plus subir, je veux décider. Et là, on va voir ce que vous allez pouvoir décider pour vous aujourd'hui et maintenant, avec votre capacité d'énergie, avec ce qui vous paraît utile, vos enjeux, etc. L'idée, c'est pas de changer, hein. C'est vraiment de basculer de je subis à je décide. On peut tout faire dans la vie, mais pas au même moment, hein. Le digital, il nous fait croire un peu qu'on peut tout faire en même temps, la fameuse Shiva dont vous parliez, mais en fait, c'est pas vrai. Le cerveau, il sait pas faire. Voilà, hein, pour être efficace, en tout cas, dans une tâche, il faut s'y consacrer. C'est comme si vous jouiez au tennis et en fait, vous pensez au coup de téléphone que vous êtes censé recevoir ou à la crèche, et cetera, à l'organisation de votre journée, passer chez le médecin, blablabla. Vous n'allez pas être efficace au tennis. Donc, le tout est de savoir quel est votre objectif. Est-ce qu'au tennis, vous voulez juste vous détendre ou est-ce que vous voulez gagner un match? Vous voyez l'enjeu? Mais vraiment de se redire: «OK», c'est faire descendre la pression, aussi de se dire: «Je peux tout faire dans la vie, mais pas au même moment». Donc là, c'est le moment pourquoi. Je donne mon temps pourquoi là. Et aussi de faire redescendre la pression en se disant qu'on y va par petits pas, hein. Un petit pas réalisé vaut mieux qu'un grand pas inachevé. C'est un peu comme si je devais faire mon footing, on me dit: «Allez viens Pauline, on va en haut de la montagne». Je fais: «Ah non, 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 elle est trop haute», et là en fait vous bougez pas, je bouge pas, je veux pas faire mon footing. Et si on me dit: «Bah tiens regarde, il y a une petite chapelle à mi-parcours», je dis: «Ah oui, ça c'est accessible, c'est un petit pas accessible, c'est un morceau de footing que je peux faire».
Et généralement, on est dans le flux et on a envie de continuer et on arrive en haut de la montagne. Mais il faut y aller par petits pas. Confucius disait, c'est pas le chemin qui est c'est pas l'objectif qui est trop haut, c'est le nombre de marches qui n'est pas suffisant. Donc là, encore une fois aujourd'hui, vous allez voir quelle est la petite marche sur laquelle vous êtes capable, avec l'énergie que vous avez aujourd'hui, petite ou grande, passer de 3 à 4, de 4 à 5, de 6 à 8, ou peu importe, hein, vraiment, il n'y a pas de challenge là-dessus. C'est moi aujourd'hui, qu'est-ce qui est efficace pour moi? Vaut mieux passer de 3 à 4 plutôt que se dire j'arriverai jamais à 10. Hein. Donc vraiment, faites redescendre la pression. Déjà, si vous partez avec une idée, vous pouvez mettre en place et la répéter, faire l'effort de la répéter dans les 3 semaines à venir, 3 semaines, 1 mois, 2 mois à venir, voilà, c'est déjà gagné. Okay, et plus tard, vous verrez les autres idées qui ont l'air sympas, que vous allez voir aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément les plus utiles pour vous. C'est pour ça, 1, je me pose la question, qu'est-ce qui est utile pour moi par rapport à ma gestion du temps? Qu'est-ce que j'en attends aujourd'hui? Et 2, quelle est la petite action, le petit pas que je sens, dont je me sens capable de me mettre en place. Okay, donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui après avoir vu ces petits prérequis. On va voir les lois du temps qui ne dépendent pas de nous. Voilà, ça, c'est comme ça. On subit tous les mêmes lois. Les nouveaux comportements qu'on peut voir, effectivement, on en parlait tout à l'heure sur le profil d'Isabelle, hein, voilà, toujours vouloir checker sa boîte mail, par exemple. Et aussi comment on adopte des nouvelles bonnes pratiques pour s'en sortir et reprendre le contrôle. Accepter les lois du temps. La loi de Fraisse, 1 heure n'est pas toujours égale à 1 heure. Tout individu a une tendance naturelle à pratiquer d'abord les choses qui le motivent et lui font plaisir. La loi de Carlson, faire un travail de façon continue prend moins de temps que de le faire en plusieurs fois. Et là, je rebondis sur les personnes qui ont répondu, le temps, c'est de la distraction. Enfin, ce qui serait utile pour moi, c'est d'arriver à ne plus subir les distractions. Donc, on va voir aussi comment gérer tout ça. La loi d'Illich, au-delà d'un certain seuil de travail, notre efficacité décroît. J'imagine que toutes ces phrases vous parlent. Donc, là, par rapport à la loi d'Illich, l'idée, c'est d'arriver à se concentrer. Hein. Aussi par rapport aux distractions, d'arriver à se concentrer sur une tâche parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On va beaucoup parler de rituels. Encore une fois, c'est une histoire de cerveau. Si vous dites à votre cerveau, tiens, je veux faire du sport, allez, je m'y mets, je fais du sport. Ben, c'est impossible, hein. Vous n'allez jamais mettre vos baskets et partir. Si vous vous dites, tous les dimanches à 10h, je retrouve Sophie pour faire mon footing, là, vous installez un rituel de tous les dimanches. Et c'est pareil dans tout, hein, ceux qui vont voir des psys, etc. Si vous dites, ah, tiens, je veux travailler avec une psy, c'est trop loin, ça ne veut rien dire. Si vous installez tous les mardis à 18h, je veux voir ma psy, c'est un rituel. C'est quelque chose d'accessible pour votre cerveau. Donc là, on va voir des rituels. Le rituel de concentration. Donc, Caroline, ça va peut-être vous parler, mais tous les grands joueurs de tennis, par exemple, ils font souvent la bulle. Ils se mettent vraiment dans leur bulle sur le côté. Et je ne vois pas pourquoi nous, dans notre vie professionnelle, on ne ferait pas comme eux. L'idée, c'est vraiment de respirer, d'arriver à respirer pour se reconcentrer. Remplir un agenda, intégrer en recherche-emploi, accepter de s'accorder du temps pour soi. Oui, effectivement, après, il faut voir... Parfois, il faut savoir, Dominique, effectivement, dépenser de l'énergie pour en retrouver. Parce que vous dépensez de l'énergie sur quelque chose qui a du sens pour vous. Vous savez, c'est un peu cette même logique que si vous bossez sur un sujet jusqu'à 6h du mat, le lendemain, vous partez à 8h du mat parce qu'il faut déposer les enfants, etc. Mais que c'est des choses qui vous tiennent à cœur, vous n'êtes pas vraiment fatigué. Alors que si vous dormez 10 heures mais que vous allez dans un job qui ne vous convient pas, vous pouvez être très fatigué. Donc là, ce qu'on va chercher, effectivement, c'est de chercher les actions que vous allez mettre dans votre sac à main de temps, qui vont peut-être vous demander du temps, mais qui, au final, vont vous aider à avoir l'énergie pour atteindre vos objectifs. Alors, se concentrer. On y retourne. Stéphanie, est-ce que vous pratiquez la cohérence cardiaque? J'imagine que certaines d'entre vous ont déjà entendu ce mot de cohérence cardiaque. Donc, c'est vraiment un outil très facile. Il faut retenir 365, le chiffre 365. Pourquoi?
L'idée, c'est 3 fois par jour. Le matin, le midi, le soir. Là, on parle d'une concentration de fond. Et après, je vous donnerai une petite astuce pour la concentration un peu one shot. Donc, Sandra, vous pourrez nous dire si effectivement, même Patricia, Hélène, si ça vous fait du bien, la cohérence cardiaque. Mais pour celles qui ne connaissent pas, l'idée, c'est 3 fois par jour. Je me concentre pendant 5 minutes et je fais 6 inspirations et expirations. Tout ça, ça prend, c'est à peu près donc 30 inspirations et expirations. 3 fois par jour, je respire. 6 inspirations, donc le 6 pendant 5 minutes. 365 jours par an, hein, tous les jours. Pourquoi on dit 3 fois par jour? Parce qu'en fait, l'effet de ces 5 minutes de respiration, ils vont durer 4 à 6 heures sur votre corps. Qu'est-ce qu'ils font? On est de la mécanique interne, hein. Ils vont baisser votre taux de cortisol, l'hormone du stress. Ils vont générer des ondes alpha qui vont mettre dans un état de calme, hein. Et donc, c'est pour ça que 4-6 heures, on le fait le matin, le midi, le soir. 365. 365 jours par an. Okay. Vraiment, pensez à la petite astuce, c'est de se dire je fais un compte à rebours. Je m'installe bien, je ferme les yeux, je respire par le nez. Le nez, c'est celui-là, hein, l'organe de la respiration, hein. C'est pour ça qu'il y a des poils à l'intérieur. C'est pour éviter que tous les microbes rentrent. Il va filtrer l'air pour pas que ce soit trop froid par rapport à nos poumons, etc. La bouche, ça sert à faire d'autres choses, manger, etc. Hein. Et si vous ne savez pas respirer par le nez, fermez la bouche. Vous allez voir. D'un seul coup, c'est votre nez qui va prendre le relais. Ok. Donc, pour respirer, fermez la bouche. Et donc, vous pensez à 30 et jusque 0. 30, 30, 29, 29. Je fais un compte à rebours comme ça de 30 à 0. Ça me permet de faire la bulle. Ok. Déjà, faire ça 3 minutes, donc pas forcément aller jusque 30, hein, ça va vous permettre d'avoir les premiers effets de la cohérence cardiaque. Si vous arrivez à le faire pendant 5 minutes, là, vous pouvez tenir 4 à 6 heures. Okay. Et le coup de chaud que vous avez et vous devez absolument vous reconcentrer, là, on va plutôt aller sur les pratiques qu'on voit dans les livres d'enfants. Je ne sais pas si vous voyez tous les livres avec Gaston, la licorne, qui doit gérer ses émotions, etc. Ben là, c'est 3 fois. Hein. Je respire 3 fois. Oui, il faut inspirer et expirer par le nez, idéalement. Après, sinon, on inspire par le nez et on souffle par la bouche si on n'y arrive pas. Hein. Je sens la rose et je souffle sur la bougie. Voilà. Mais avec effectivement la respiration ventrale, quand on arrive à bien inspirer par le nez, hein, j'ai ma main sur le ventre, j'inspire par le nez, c'est mon ventre qui gonfle. Voilà, mais tout ça, c'est aussi d'autres... ça peut être aussi tout un atelier. Mais je vous verrai sur la fin, je vous mettrai des astuces et des liens pour du yoga au bureau, hein, notamment qui fait part de tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de faire la bulle grâce à la respiration. C'est un outil tout terrain qui dépend que de vous, qui est gratuit, alors utilisez-le. OK? Et vous pouvez vous renseigner sur la cohérence cardiaque. C'est très simple, sinon juste 30. Retenez le compte à rebours de 30 ou les 3 inspirations où je compte jusqu'à 5 et je redescends 5, 5, 5, 5, 5. Ça, c'est vraiment le petit pansement sur le moment. Ok, donc pour le rituel de la concentration, on a aussi la méthode Pomodoro. Certains d'entre vous en ont peut-être déjà parlé. Encore une fois, ne vous dites pas qu'il faut tout faire. Hein, moi, Pomodoro, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé plein de fois, mais ce n'est pas mon truc. Chacun est différent. Les personnes, par exemple, qui aiment bien la rigueur et les choses bien cadrées vont peut-être aimer cette méthode, parce qu'en fait, l'idée, c'est de travailler 25 minutes sans aucune distraction. Hein. Je coupe mon téléphone. S'il faut rappeler l'école, je rappellerai après 25 minutes. Je suis OK pour ne pas être disponible pendant 25 minutes. Et je ne fais que travailler pendant 25 minutes. Puis 5 minutes de pause, mais pas 6-7, hein, 5 minutes. C'est vraiment très court. Et je le fais 4 fois et la dernière session de pause est plus longue. Merci pour l'astuce de Respire Relax. C'est à chacun de voir ce qui est important pour lui. Voilà. Parfois, on peut être distrait par les applications et pas réussir à se concentrer sur sa respiration. Testez et apprenez. Et voyez si ça vous convient ou pas. On a la loi de Parkinson. Plus on a le temps de faire une tâche, plus cette tâche prend du temps. Et là, c'est vraiment très important d'installer le rituel des 10 minutes. Qu'est-ce que c'est que 10 minutes? C'est l'outil magique qui va vous permettre de ne pas procrastiner.
de ne pas remettre au lendemain quelque chose que vous devez faire. Justement, je dois écrire ma lettre de motive ou répondre à cette annonce, mais justement, comme ça me tient à cœur, je voudrais que ça soit parfait, et donc finalement le temps passe et je procrastine, je le remets toujours au lendemain. Merci Tiffaine pour votre témoignage. Et au final, il faut quand même que j'envoie ma candidature. Donc, j'installe le rituel de 10 minutes. Il est 10h30, je fais ma candidature jusqu'à 10h40. Il faut vraiment arrêter de procrastiner pour ne pas perdre de temps. Oubliez Nike avec son Just Do It, pensez au Just Start It. L'idée pour votre cerveau, pour qu'il entame une tâche, il faut que ça lui paraisse accessible. C'est comme la montagne tout à l'heure dont je vous parlais. Et le fait de dire à ton petit cerveau, on va juste commencer la tâche et on va la faire 10 minutes. Là, votre cerveau, il est OK. Il est OK. Et donc, il vous donne toutes les ressources pour commencer cette tâche. Parce qu'il est OK pour dire, OK, je la commence. Donc, si ce n'est pas parfait, Stéphanie, votre cerveau, il va dire, de toute manière, en 10 minutes, je ne peux pas m'attendre à quelque chose de parfait, mais au moins, vous aurez commencé. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 10 minutes? C'est comme quand vous faites un footing. Au bout de 10 minutes, les 10 premières minutes, vous allez peut-être sourire en m'entendant, mais elles sont vraiment horribles, quoi. Faut vraiment être motivé les 10 premières minutes. Mais c'est après 10 minutes où on sécrète de la dopamine, le plaisir, etc. Et c'est exactement pareil au boulot. Je me dis, il est 10 à 40, j'arrête. Mais en fait, a priori, vous serez quand même en train de continuer. Mais l'idée, c'est de te dire, just start it, 10 minutes. La frustration de ne pas finir, ah oui, dans ce cas-là, continuez. L'idée, c'est d'arriver à ne pas procrastiner l'objectif. Si vous arrivez à continuer, tant mieux. Et si vous arrêtez au bout de 10 minutes et que c'était éprouvant, au moins vous avez déjà commencé. Et vous répétez ce Just Start It 10 minutes le lendemain ou l'après-midi. C'est de quand même arriver à avancer, l'objectif. L'idée aussi, c'est d'installer le rituel de borner le temps. Pourquoi je vous dis ça? Vous voyez, si on a plus de temps, trop de temps, ça va nous prendre énormément de temps de réaliser une tâche. C'est comme quand on devait réviser un DS, on se dit j'ai 3 semaines pour le faire, finalement la veille on se dit mince, il faut que je le fasse. Donc l'idée c'est de borner le temps. Imaginez une fuite de gaz dans une cuisine. Si le gaz c'est le temps, ok? Si votre cuisine elle fait 10 mètres carrés, le gaz il va rester dans 10 mètres carrés, mais si votre cuisine elle fait 30 mètres carrés, le gaz il va partir dans 30 mètres carrés. Donc, pour éviter que le gaz n'aille partout, que le temps n'aille partout dans votre vie, je borne le temps pour éviter qu'il vienne s'immiscer dans ma vie personnelle, professionnelle, etc., en fonction de mon objectif, bien sûr. C'est exactement comme quelqu'un qui vous dit oui, ce serait bien que tu m'envoies ton CV à ZAP, donc dès que possible. Mais dès que possible, ça veut dire quoi? Je borne le temps. Je borne le temps, c'est trop flou. Donc, je borne le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le veux pour cet après-midi, tu veux pour demain? Est-ce que lundi prochain, ça suffit? On a tous notre propre vision du monde, souvenez-vous. Donc, le dès que possible, c'est trop flou. Ça veut dire quoi pour toi? De manière à ce que je puisse borner le temps de mon agenda et mettre les bonnes ressources pour atteindre mon objectif dans le temps imparti. Vous pouvez garder en tête l'image de la montgolfière ou du ballon de baudruche. Borner le temps pour éviter qu'il prenne trop de place. Soit vous retenez le gaz dans la cuisine, soit le ballon de baudruche. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment quand une situation est trop floue, comme j'aimerais ça dès que possible, je borne le temps. Ok? C'est exactement comme lorsque vous êtes en réunion, vous voyez que l'ordre du jour glisse, vous dites, écoutez, il reste 10 minutes, qu'est-ce que vous voulez mettre dans ces 10 minutes? On prend tel point, il manque tel point. Est-ce que vous êtes d'accord pour que ces points-là, on les remette à un agenda, un ordre du jour pour la prochaine réunion? Voilà, je borne le temps. Il reste 10 minutes, je mets quoi dedans? Okay. Voilà. Mais Fatia, c'est vrai, exactement ça. Essayez de vous souvenir de quelle manière, dans des situations où tout s'étale, vous pouvez remettre un cadre, une cage pour ce temps, pour éviter que ça ne s'éparpille.
Dire fixer un temps de réalisation pour chaque tâche. Oui, vous pouvez, ce que vous pouvez faire, on verra tout à l'heure, c'est peut-être mettre des pourcentages. Ok, aujourd'hui, j'aimerais bien faire 20% pour la maison, 50% pour moi et 30% pour, je sais pas moi, peu importe. Ok. Aidez-vous comme ça à cadrer le temps. Sandra, par les pourcentages, ça peut être pas mal. Comme ça, vous ne mettez pas trop la pression parce que c'est difficile de tenir voilà, de telle heure à telle heure, je fais ça, etc. Mais c'est l'objectif. Hein, c'est l'objectif. J'ai une proposition de travail, mais ça me fait peur. La proprio de la boîte m'envoie des SMS à 23h et ce matin, c'est quand même. Et ça vous pose problème? Vous n'êtes pas à l'aise avec cette situation, Caroline, c'est ça? On pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. On a également la loi de Pareto. 80% des effets sont produits par 20% des causes. Okay, ce qui veut dire qu'il y a 80% des tâches qui sont traitées en 20% du temps. Et l'essentiel prend 20% du temps. Et tout ce qui est accessoire, finalement, ça nous prend 80% du temps. C'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'on passe énormément de temps sur des choses accessoires. Donc, il y a 2 réflexes à adopter. C'est un livre de Todd DeWitt qui nous expose ces 2 réflexes. Se poser la question de la nature de la tâche. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça fait partie des 20% essentiels ou des 80% accessoires? Alors, attendez, parce que je vois qu'il y a sur le chat, j'avais fait une erreur dans mon agenda. Caroline, c'est sûrement un acte manqué. Hein, donc, prenez ça comme une information pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Peut-être que vous aviez besoin de cette demi-heure-là, entre 10h et 10h30. Enfin, c'est intéressant. Interrogez-vous sur cette information. Vous ne voyez pas tous les questions. Je ne sais pas, Agathe, peut-être que vous pouvez répondre à Stéphanie pour voir. Je remplis beaucoup mon agenda et je finis toujours par cocher au moins une partie de ma to-do list. Frustration de ne pas avoir tout, tout fait. Mais peut-être que cette frustration, elle vous aide à continuer à réécrire une nouvelle to-do list, etc. Il faut, en fait, une émotion, quand elle arrive, il faut toujours se poser la question, est-ce que je suis OK avec cette idée ou pas? Est-ce que je suis OK avec les messages que je reçois à 23h et 5h du mat? Il y en a qui sont OK parce qu'ils ont besoin d'être dans l'action. Et c'est pas, encore une fois, c'est un peu cette même idée que le digital, est-ce que c'est bien ou pas? Là, c'est pas la question. Hein. Donc, c'est est-ce que je suis OK avec mon émotion? Et alors, attendez, parce que là, je perds le fil de la discussion sur le côté. Je vous laisse régler un petit peu là les sujets techniques. Les to-do list vous écrasent, mais peut-être que vous en avez besoin en fait, Isabelle. Ce qu'il faut, c'est ne plus les subir et décider, voir en quoi elles vous apportent quelque chose. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir une to-do list? Jusqu'à aujourd'hui, ça vous a été utile de gérer des to-do list, ok? Sauf que jusqu'à présent. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous coûte d'avoir des to-do list partout? Parce qu'au final, qu'est-ce que vous voulez? C'est ces 3 questions-là que vous pouvez... Voilà, Céline adore les to-do list. Donc, encore une fois, c'est pas bien ou mal une to-do list. C'est moi, comment elle m'apporte quelque chose aujourd'hui. C'est utile pour moi jusqu'à présent dans ma vie. Oh là là, je suis en train de le subir un petit peu. Qu'est-ce que ça me coûte pour moi dans ma vie aujourd'hui? Et donc là, vous allez vous autoriser des nouvelles permissions. Et on va voir peut-être des choses qui vont vous parler. Pas mal, Sophie, to-do list, DOX. Peut-être déjà changer le vocabulaire de la to-do list, etc. Effectivement, ça va peut-être faire redescendre un peu la pression autour de la to-do list. Je reprends les réflexes pour la loi de Pareto. La nature de la tâche est très importante. Quand vous commencez une action sur votre to-do list, par exemple, est-ce que cette tâche fait partie des 20% essentiels ou des 80% accessoires? OK? Et là, l'idée, c'est d'avoir le repère de se dire, je ne vais pas consacrer plus de 50% de mon temps sur ce qui est accessoire. Hein. Je me concentre sur ce qui est essentiel.
Et tout ce qui est de l'ordre de l'accessoire, essayez le plus possible de l'automatiser, l'externaliser, le déléguer, ne pas perdre de temps en fait avec ça. Utiliser des moyens, que ça se fasse automatiquement, des rappels, voilà. Et aussi, demandez-vous quel est le moment de la tâche. Est-ce que c'est le bon moment pour moi de faire ça? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose de nécessaire alors que je suis en train de digérer de toute manière, ou alors c'est le vendredi 16h, je ne vais pas m'en sortir, quoi. Il faut privilégier vos petits moments d'efficacité, souvent c'est le matin, hein. La fraîcheur de cerveau, gardez-le pour du temps nécessaire. Okay, et vous le ferez aussi de manière très efficace. Mais il faut communiquer sur vos disponibilités. De dire, écoute, là, c'est un temps où moi, le matin, j'avais écrit un article sur justement le matin, quand je me mettais au boulot, en fait, je faisais toutes les tâches qui étaient très satisfaisantes pour moi parce que j'arrivais à les faire facilement. Le linge, la vaisselle, les courses, etc. Et sauf que tout ça, c'était dans ma zone d'efficacité. Et ces tâches-là, je préfère les faire alors que je suis en train de digérer parce que je sais que je suis un peu moins efficace. Et c'est pas grave d'être un peu moins efficace pour étendre mon linge. Je préfère garder ma fraîcheur cérébrale pour créer mon atelier ou alors faire ma recherche de prospection, etc. Vous comprenez, vraiment protéger vos moments de qualité, hein, d'efficacité. Et l'idée aussi, c'est d'arriver à savoir dire non. Est-ce que vous arrivez à savoir dire non facilement? Souvent, les filles, on n'est pas forcément les plus fortes à ça, mais c'est aussi une idée reçue. Donc, vous arrivez à dire non plus ou moins, oui. Voilà, c'est intéressant d'échanger là-dessus parce que c'est vraiment la clé aussi pour arriver à gérer son temps. Steve Jobs nous dit « Ce que vous décidez de ne pas faire est tout aussi important que ce que vous décidez de faire. Votre non a autant de valeur que votre oui. » Hein, ça, c'est très important d'avoir conscience de ça. Et donc, l'astuce pour arriver à dire non, pour celles qui ont du mal à dire non, et donc se sentent un peu mangées, on prend sur leur temps qui est à eux, c'est de se dire à quoi je dis oui quand je dis non. Je dis oui à une soirée de qualité avec mes enfants quand je dis non à répondre à des offres d'emploi le soir. Je dis oui à justement rogner un peu sur mon sommeil quand je dis oui à avancer sur ma recherche d'emploi quand je dis non à 8 heures de sommeil. Voilà. C'est toujours se dire qu'est-ce que je décide? Il y a quoi derrière le non? Alors, Marie-Aline, une petite phrase que je vous glisse et je vous laisse dormir dessus. La culpabilité, aujourd'hui, on sait que c'est aussi une raison, une excuse qu'on se donne pour ne pas changer. Donc, c'est se donner raison. Et encore une fois, ce n'est pas bien ou mal. Hein. C'est juste que pour l'instant, vous n'avez pas vu votre bénéfice à changer. Donc, c'est pour ça que vous culpabilisez. Mais faites l'effort, si vous avez envie de reprendre le contrôle, de vous poser et de se dire quel est le oui derrière le non, hein, pour donner du bénéfice à changer, à voir la chose différemment. À quoi vous dites oui quand vous dites non? Est-ce qu'on est OK pour cet outil? Parce qu'il est fondamental. Hein. OK. Accepter d'en être là, plus que du sentiment de culpabilité. Ouais. Est-ce qu'une personne peut peut-être écrire une phrase avec un exemple où d'habitude elle a du mal à dire non? Ça peut être aussi dire je dis non à un Zoom apéro, là, quand je dis oui à prendre mon livre. Voilà, mais j'arrive pas parce que comme c'est mes amis, j'ai peur qu'ils croient que blablabla. Mais en fait, moi, j'ai vraiment envie de prendre mon livre et lire, quoi. Mais ça vous a fait perdre du temps, en fait, parce que c'était pas une énergie ressourçante que de prendre ce temps-là pour faire le Zoom avec vos amis, parce que votre cerveau, il avait envie de prendre un livre. Vous voyez, l'astuce, c'est vraiment d'envoyer la bonne information de ce que vous voulez vraiment pour que le temps que vous dépensez vous fasse gagner du temps en énergie et en sens. Dire non, prendre un moment pour soi, décompresser, pour être encore mieux avec eux et pas trop leur faire mal quand on part en crise, par exemple. Je ne sais pas. La confiance en soi. En fait, Caroline, la confiance en soi, vous pouvez vivre toute votre vie sans confiance en vous et c'est OK.
C'est pas quelque chose d'inné, ça se travaille. Et peut-être que vous n'avez, dans votre référentiel personnel, vous n'avez pas d'utilité à avoir confiance en vous et c'est OK. En revanche, là où je vous invite à travailler, c'est sur votre capacité à être vous-même. Hein, Oscar Wilde disait « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Donc, vous pouvez ne pas avoir confiance en vous. En revanche, je pense que ce serait intéressant pour vous de vous dire « J'ai confiance en ma capacité à être moi-même ». De toute manière, les autres sont déjà pris. Ok, merci pour vos réponses par rapport à quoi je dis oui quand je dis non. C'est important de le formuler. On va comprendre les nouveaux comportements liés à notre situation, à ce qu'on vit. Je vais vous passer une petite vidéo. Je vous laisserai arrêter l'enregistrement juste pour ça. Alors, nouveau partage. Agathe, vous pouvez me dire quand c'est bon pour... Oui, quand vous voulez. D'accord. Alors, pourquoi je ne vois pas la présentation qu'on a vue tout à l'heure? Desktop. Je vais prendre. Alors, de toute manière, c'est toujours comme ça quand on fait les essais, tout va bien. Et après, voilà. Est-ce que vous voyez un écran noir? Oui. Ah, très bien. Alors, c'est pour vous connaissez déjà les drivers de Teddy Keller. Mais l'idée, c'est vraiment d'associer cette notion-là à la gestion du temps. Donc, s'il y a peut-être que vous avez repéré votre comportement type, hein, on a tous de tout en nous. Hein, encore une fois, l'idée, c'est de ne pas mettre les gens dans les cases. C'est juste avoir un peu plus d'informations sur les comportements, les nôtres et ceux des autres pour arriver à mieux communiquer avec ceux qui ne nous ressemblent pas, en fait. Hein. Donc, et mieux se connaître pour se dire, bah, mon réflexe est totalement normal. Voilà. Le soi parfait, par exemple, c'est je me sens bien si je suis au top partout. Donc, à l'ère du digital, c'est une personne qui, par exemple, sur un sujet, va avoir envie de s'inscrire à toutes les newsletters, sauf qu'à la fin de la semaine, bah, elle ne va pas pouvoir les lire dans l'intégralité. Et en fait, elle sera même frustrée parce qu'elle n'en aura lu aucune. Et donc, c'est vraiment être conscient que notre difficulté à l'ère du digital, quand on a un soi parfait, c'est cette fameuse peur de rater quelque chose, hein, rater de l'information. Okay, et donc, votre défi aujourd'hui, pour ne pas perdre de temps, ça va être de gérer vos priorités parce que en fait, vous allez aller un peu partout pour essayer d'avoir le maximum d'informations. Vous allez demander tous les détails de tout sur tout parce que vous avez besoin d'aller dans le détail, d'être dans le parfait. Okay, et c'est OK. Hein, c'est juste que ça peut vous faire perdre beaucoup de temps et vous amener à du surmenage parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas tout connaître sur un sujet. Avant, on allait à la médiathèque, à la bibliothèque et on trouvait des livres. Il y en avait 1, 2, voire 3 sur un sujet. Maintenant, il y a les newsletters, les TEDx, les bibliothèques, il y en a partout, les articles, il y en a partout. Vous ne pouvez pas tout savoir sur tout. Là, c'est vraiment très, très compliqué. En tout cas, à l'ère du digital, tout ça, c'est décuplé. Et vous ne pourrez pas tout connaître sur un sujet, mais ce n'est pas grave. Okay, ce n'est pas grave parce qu'aujourd'hui, à l'ère du digital, de plus en plus, on va vous demander d'être dans le 80-20. Vous allez apprendre à peut-être lâcher prise ce besoin de perfection dans certains contextes. L'idée, ce n'est pas de changer encore une fois. C'est voir ce que ça vous apporte d'être dans le soi parfait et ce que ça vous coûte d'être dans le soi parfait. Ça me coûte trop de temps, là, dans telle situation. Par exemple, si je veux tout connaître sur un sujet, je m'inscris à toutes les newsletters, c'est pas possible. Donc, j'essaye de m'installer dans le 80-20. Et Facebook, qu'on aime ou pas Facebook, à l'entrée de leur bureau, il est marqué « Better done than perfect hein ». C'est cette idée que tous les sites internet là qu'on voit ont été créés avec des bugs. Et le soi parfait, par exemple, qui travaille, par exemple, dans la création de projets, etc., doit prendre sur lui pour se dire, OK, je lance mon projet, que ce soit dans le marketing, l'informatique ou autre, hein, avec des bugs, avec des imperfections. Parce que c'est comme ça qu'on va se rapprocher de l'expérience utilisateur. Parce que je vais lancer une version bêta. Mais c'est très difficile pour un soi parfait d'être dans cette mouvance-là. Voilà, on peut aussi s'aider d'adage pour voilà, voir ce que ça nous coûte. Encore une fois, vous ne pouvez pas lâcher prise si vous ne savez pas ce que ça vous coûte, en fait.
Le besoin de perfection, vous le lâcherez que si ça vous coûte quelque chose. Okay. Le soi fort. Je me sens bien si je contrôle la situation et je ne dévoile pas mes émotions. Donc, à l'ère du digital, le problème du soi fort, c'est qu'il va vite être isolé. Il y a de plus en plus d'expertise dans tous les sens, en fait. Tout le monde devient expert sur des petites choses, donc c'est très difficile de faire les choses tout seul. Hein. Et le soi fort, il aime bien faire les choses tout seul. Ne pas montrer qu'il a besoin d'aide, ne pas montrer les émotions, etc. C'est Tebi Keller. Tebi Keller, c'est un psychologue américain des années 80 aux États-Unis. Et en fait, il a travaillé avec la NASA pour la compatibilité des équipes notamment. Vous trouvez beaucoup d'informations hein, sur Internet et notamment sur le modèle de la process communication. Le soi fort, son défi à l'ère du digital pour ne pas perdre de temps, c'est de savoir se faire aider. Mais c'est comme tout, ça s'apprend. Pour certaines personnes, c'est très facile de demander de l'aide, mais pour d'autres, c'est un effort insurmontable et on peut passer sa vie sans arriver à demander de l'aide. Ça s'apprend. Okay, et on va voir aussi comment y arriver. Et vous ne pourrez pas tout faire tout seul, mais ce n'est pas grave, parce qu'encore une fois, de plus en plus, on va un peu vous forcer la main hein, avec le travail collaboratif. Vous allez être obligé, si vous voulez travailler avec les équipes, de partager vos documents, etc. Donc vraiment, soyez rassurés, tout ça, aujourd'hui, ça s'apprend. Hein, et de plus en plus, parce que c'est ce qu'on demande en entreprise. Le fait plaisir, alors lui, il se sent bien si des autres avant tout. C'est un peu cette personne qui va partager son gâteau, va en donner à tout le monde, mais au final, il n'y a plus de part pour lui. Et le risque, c'est qu'il perde un peu le sens de sa vie. À force d'être expert en tout, il sera expert en rien. Et il va avoir des problèmes existentiels sur quel est le sens de ma vie, etc. etc. Donc, sa difficulté à l'ère du digital, c'est la sursollicitation. C'est voilà, la boîte mail où dès qu'on reçoit un mail, même si on est seulement en copie, on va avoir tendance à vouloir répondre à ce mail-là pour aider la personne. Sauf que ça vous distrait. Et on a vu tout à l'heure que voilà, plus on est distrait, moins on avance sur nos tâches. Donc attention au fait plaisir dans votre gestion du temps à la sursollicitation. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Si je ne suis qu'en copie d'un mail, je ne suis pas destinataire prioritaire, je dois dire non, je dois laisser faire le temps, les gens répondront, ceux qui sont destinataires principaux répondront. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais pour un fait plaisir, ça peut être très difficile de ne pas répondre à un email dont on a la réponse. Hein. Donc vraiment, essayez de comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez le plus naturellement possible, hein, pour essayer de voir quels sont vos défis et de quelle manière on va réussir à les relever. Le fait plaisir, il faut qu'il soit rassuré aussi parce que de plus en plus, on va vous former pour permettre l'autonomie de chacun. Hein, l'empowerment dont on parle, voilà. Et un fait plaisir, s'il est toujours en train de faire les tâches de ses collaborateurs, au final, il ne va pas leur permettre de grandir et d'être responsable. Donc, encore une fois, à l'ère du digital, c'est ce qui va être demandé. Le fait des efforts, lui, il donne beaucoup de valeur à l'effort. Voilà, hein. Et aussi, il va être très attiré par les nouveaux projets. À l'ère du digital, il y a des nouveaux projets dans tous les sens. Et tout a l'air très excitant, en fait. Le problème, c'est la dispersion. Donc lui, son défi, ça va être d'arriver à choisir. Et il ne pourra pas être sur tous les projets. Et encore une fois, il faut que vous soyez rassurés l'effet des efforts parce que aujourd'hui, on est de plus en plus dans le test and learn. Donc vous allez apprendre, parce que la vie au travail aujourd'hui est comme ça, à faire le tri, tout simplement. Et on va voir aussi comment faire à notre niveau. Le dépêche-toi, lui, il veut faire un maximum de choses en un minimum de temps. Sauf que le problème, c'est qu'avec la 5G, etc., même avec la 4G ou la 3G, on ne peut pas suivre le rythme du digital. Donc, son défi, ça va être de s'arrêter. Hein. Mais prendre le temps, ça ne veut pas dire qu'on perd du temps. Être lent, ça ne veut pas dire qu'on perd du temps. Mais ça, c'est très difficile à entendre pour un dépêche-toi. Et encore une fois, le dépêche-toi, il faut qu'il soit rassuré, parce que de plus en plus, on parle effectivement de la déconnexion et des éléments, d'un cadre pour nous permettre d'arriver à déconnecter. Je me concentre, je me ressource, je me connecte à ce qui a du sens pour moi. Alors, c'est une vidéo que je ne peux pas partager pour des raisons de droit d'image. Néanmoins, il y a beaucoup de choses sur Internet et je pourrais faire passer des liens si vous le souhaitez sur le sujet. Ce qu'on comprend des nouveaux comportements à l'ère du digital, c'est qu'un bon usage du temps, c'est avant tout un bon usage de soi.
hein, me connaître d'abord. Et la présentation sera partagée. Et aussi des autres, pour ne pas perdre de temps avec eux. Par exemple, si une personne est toujours floue, ben je vais préciser, l'aider à préciser sa pensée pour qu'on ne perde pas de temps sur un sujet. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on rentre dans les bonnes pratiques? Voilà, tous ces petits défis, là, on a bien pris conscience des lois, des prérequis, le temps est un choix, on peut tout faire dans la vie, mais pas au même moment. Le temps se donne, mais ne se reprend pas. Un petit pas réalisé vaut mieux qu'un grand pas inachevé. Voilà, j'y vais par petits pas. Je comprends comment je fonctionne. Est-ce que je suis plutôt un fait plaisir? Il faut que je fasse attention à ma boîte mail, pas répondre à tout le monde tout le temps, parce que sinon, effectivement, il y aura de plus en plus de sollicitations à l'ère du digital. Et aujourd'hui, on va voir les bonnes pratiques pour justement, quand je fais un souhait parfait, comment j'arrive à bien gérer mon temps. Ok, alors c'est parti. Merci Françoise. Donc là, vous allez retrouver les drivers et surtout leurs petits défis et comment on met en place une petite idée, un petit outil pour réussir à reprendre le contrôle. Encore une fois, soyez OK avec ce que dit Oscar Wilde. Hein. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Vous avez toutes les capacités à être en confiance en votre capacité à être vous-même. Et c'est ce qu'on va venir chercher ici. En revanche, je fais l'effort d'essayer de comprendre comment je fonctionne pour ne plus subir et pour reprendre le contrôle. 3 questions à garder à l'esprit. Hein. Qu'est-ce que ça m'apporte d'être dans le soi parfait? Qu'est-ce que ça me coûte, ce besoin de perfection? Qu'est-ce que je veux vraiment? Toujours se répéter ces 3 questions pour être OK sur est-ce que c'est essentiel, est-ce que c'est accessoire? Voilà, toujours avoir en tête ces lois qu'on subit. Mais là, vous avez conscience de tout ça, donc vous pouvez reprendre le contrôle grâce à ces petits outils. Gérer les priorités. L'idée, c'est bien de prendre le temps de gérer son temps. Mais c'est pas facile hein, de se dire que je prends du temps pour mieux en fait en gagner quelque part. J'installe à nouveau un rituel, celui des priorités. Ce qui est important est rarement urgent, ce qui est urgent est rarement important. Donc je m'aide d'un petit cahier. C'est aussi simple que ça. Isabelle, elle a un petit cahier, j'en parlais encore avec un patron de PME qui est dans le bâtiment la semaine dernière. Alors dans le bâtiment, il y a des urgences tout le temps, et en même temps, il est patron d'une PME, donc il doit gérer quand même la gestion, la stratégie, la vision, le lien entre les collaborateurs, etc. Et donc, il y a des choses qui sont importantes, tout ce que je viens de vous citer là, mais pas urgentes. Parce qu'en fait, voilà, le lien entre les collaborateurs, ça ne se gère pas à 10h10 le lundi matin. C'est quelque chose qui prend du temps, etc. Donc, il a un petit cahier, tout simple. D'un côté, il met tout ce qui est urgent. De l'autre côté, il le retourne et il met tout ce qui est important. Et il le lit tous les jours. Comme ça, il ne perd pas le fil de ce qui est important et de ce qui est urgent. Parce que sinon, notre tendance, on l'avait vu tout à l'heure avec une des lois, est de faire ce qu'on arrive à faire facilement en premier. Mais c'est-à-dire qu'on laisse à la trappe tout ce qui est important et qui nous demande peut-être parfois un peu plus de difficulté. En tout cas, d'effort. Donc, j'apprends à distinguer ce qui est de l'ordre de l'important et de l'urgent. Vous avez sûrement déjà eu connaissance de cette matrice, mais je me permets d'insister parce qu'on le sait, mais on ne le fait pas. Et ce petit cahier peut vraiment vous aider à passer à l'action et mettre en application cette matrice d'Eisenhower. Je fais vraiment le tri. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est de l'ordre de l'urgent et de l'important? Si ça ne l'est pas, c'est un peu comme Julie, la chef de projet qu'on voyait là, qui était en train de dériver sur Instagram. C'était pas urgent, c'était pas important. Warning, je suis en conscience. C'est une distraction, je la supprime, j'arrête, je m'arrête. Je supprime cette. Est-ce que j'ai vraiment besoin de Facebook sur mon téléphone? Non, je le supprime. Mais il faut se poser ces questions-là. Quand c'est urgent et pas important, dans ce cas-là, l'idée, c'est de peut-être déléguer ou alors automatiser. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'accessoire. Hein, on l'a vu tout à l'heure avec la loi de Pareto. Et c'est là où j'entends derrière les chats, mais qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas déléguer? J'imagine que vous avez déjà tout été dans cette situation où vous êtes le matin, vous êtes seul, vous avez les enfants, l'heure tourne, l'objectif c'est qu'ils prennent un minimum à manger, qu'ils soient un minimum habillés et à l'heure à l'école. Ok.
Et en plus, vous avez un entretien d'embauche derrière, donc vous avez un peu de nervosité, etc. Et de toute manière, vous ne pouvez pas déléguer. Mais alors, qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? Parce que c'est exactement pareil au bureau, en fait. Hein. On peut vraiment s'inspirer de notre vie avec les enfants. Donc, je suis tout seul à gérer. Il y a bien un moment, de toute manière, il faut qu'ils soient à l'école. Oui, mais est-ce qu'ils ont besoin d'être parfaitement coiffés, quoi? Est-ce qu'ils ont besoin d'être parfaitement propres, là, s'il reste un peu de dentifrice là? En fait, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'ils arrivent à l'école propres ou bien coiffés? À l'heure ou bien coiffés? À l'heure ou propre? Voilà, c'est qu'est-ce que je fais de mon sac de temps? Je mets mon énergie à quel endroit parce que ça a du sens pour moi? Et c'est peut-être OK pour certains de dire: «Bah, moi, je préfère qu'ils soient bien coiffés et propres et arriver 5 minutes en retard». Mais l'important, c'est d'être OK dans votre écologie, dans ce qui est important pour vous. Si je suis dans le soi parfait, bah, j'ai envie de voir ma fille, avec une belle tresse, arriver à l'école et je suis OK avec le fait de dire merci d'avoir attendu 5 minutes, que ma fille arrive. D'autres vont se dire: «Bah, moi, il faut vraiment qu'elle arrive à l'heure, c'est ça qui est important pour l'image que je renvoie, avec moi-même et donc bah, je revois un peu mon niveau d'exigence sur, la coiffure de ma fille». Vous voyez la logique? C'est vraiment important d'abord, avant de se poser sur le temps, c'est d'abord posez-vous sur vous, hein. Non, mais voilà, déléguer quand on est célibataire, prenez une situation où c'est que vous qui pouvez faire ça et vous allez trouver des ressources parce que vous allez borner le temps, dire: «OK, je n'ai que 10 minutes, qu'est-ce que je mets dans ces 10 minutes?» OK? Pour pas que le temps s'étale. Mais il faut se poser la question, de: «Je borne le temps». Parce que souvent on se dit: «Non, mais c'est bon, j'ai le temps». Bah non, en fait, et donc on met un peu n'importe quoi dedans. Non, j'ai 10 minutes, je mets quoi? OK? C'est quoi ma priorité? Je revois mon niveau d'exigence et je revois aussi mes délais. Je peux demander, de revoir les délais, hein, par rapport à ce qui est important pour moi. C'est vraiment, bah, tu m et tu me demandes de rendre ça en 2 jours, OK. Je pourrais demander de l'aide et déléguer, mais en fait, je peux pas parce qu'il y a personne à qui déléguer. Donc, est-ce que tu peux revoir les délais, et est-ce que tu es OK pour que je te le rende dans 4 jours? Voilà, tout ça, c'est des choses, hem oui, Sophie, en fait, c'est très, très important. Souvenez-vous, l'éléphant rose, ne pensez pas à un éléphant rose. Les mots, ça vous marque vraiment les esprits. Si vous êtes en plus dans les faits plaisir, généralement, vous allez avoir tendance à dire je suis désolée, désolée d'être en retard, etc. Ça change tout de reformuler le je suis désolée d'être en retard avec merci de m'avoir attendu. Ça vous renvoie à vous-même une meilleure estime de vous, hein, et ça renvoie aux autres une meilleure estime de vous aussi, une meilleure image de vous, ce qui vous mettez pas en victime, en fait. Si vous dites: «Je suis désolée», vous vous mettez en victime directe et pour vous et pour les autres, c'est très difficile après d'en sortir de cette image. Alors, essayez la petite astuce de changer le «je suis désolée» en «merci». OK? Merci de m'avoir attendu et oui, alors se lever 10 minutes plus tôt, peut-être que ça fonctionne pour vous, Laurence. Après, effectivement, plus vous avez de temps, moins vous faites aussi les choses. C'est un peu comme, voilà, j'ai 10 minutes de plus pour réviser mon examen, mais au final, je vais le réviser, à la dernière minute. C'est à chacun de trouver ce qui est important pour lui. OK? Et quand j'ai la possibilité de déléguer, on sait que c'est très difficile pour un soi parfait de déléguer, donc l'idée, c'est de déléguer parfaitement. OK? Tous les sois parfaits, focus, on essaye de déléguer parfaitement pour pouvoir avoir quand même envie de déléguer. OK? Parce que sinon, c'est pas quelque chose que vous allez faire facilement. Or, ces 80% là, un peu accessoires, il faut arriver à les déléguer quand vous avez la possibilité de le faire. Eh bien, assurez-vous d'être précis. Est-ce que j'ai donné suffisamment de détails? Si je vous dis: «Tiens, il faut de l'eau pour la réunion de 15 heures», bah, c'est pas du tout précis. Si je vous dis: «Il faut, une grande badoie, rouge, avec 3 verres, d'eau en plastique, ou en verre», peu importe. Bref, donnez tous les détails. La personne à qui vous déléguez, elle va pas vous rappeler en disant: «Attendez, c'est de l'eau plate, de l'eau pétillante, il y a combien de verres?» Vous allez perdre un temps fou si vous êtes pas précis. Demandez-vous si vous êtes le plus précis possible. OK? Alors oui, ça prend du temps, mais c'est du temps que je prends pour ne pas en perdre après. Il faut questionner le plus possible. C'est vraiment cette idée de quand c'est flou, je précise. ASAP, dès que possible, ça veut dire quoi? Je précise. De l'eau, ça veut dire quoi? C'est combien de verres? À quelle heure? Quelle bouteille? Pétillant? Voilà. C'est vraiment anticiper un maximum. Et voilà 10 questions magiques à connaître par cœur
pour préciser un maximum les choses, pour ne pas perdre de temps, soit parce que vous êtes dans le flou, soit parce que vous partez dans des directions complètement opposées et vous pensez avoir la même définition des mots, mais en fait pas du tout. Et on l'a vu déjà au début avec, selon vous, le temps est, on avait plein de réponses différentes. Donc vous imaginez, ah bah attends, moi je voulais de l'eau plate, mais pour moi c'est de l'eau pétillante forcément. Enfin, vous voyez, les quiproquos sur lesquels on peut arriver, la perte de temps et d'énergie, parce qu'on n'a pas précisé les choses. Et là, ces 10 questions magiques, je vous assure, c'est un outil vraiment tout terrain, c'est comme la respiration, ça peut vous changer la vie de les connaître par cœur. Les petits mots positifs ou le merci à la place du je suis désolée, c'est exactement du même registre. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, si je vous pose la question, peut-être, bah voilà, de mieux gérer mon temps, qu'est-ce que ça va vous apporter? Pour certaines, ça va être plus de sérénité. Pour d'autres, ça va être pouvoir faire plus de sport. Pour d'autres, ça va être passer du temps avec mes enfants. Pour d'autres, ça va être faire un beau CV. Déjà, la deuxième question, on a précisé beaucoup l'objectif. Et donc, toutes ces 10 questions, je vous les laisse, et vous pourrez les regarder à tête reposée, vont vous aider à préciser ce que vous voulez vraiment et éviter justement de dépenser de l'énergie là où en fait on ne vous attendait pas du tout. Hein, et dépenser du temps là où on ne vous attendait pas. Il y a la question du délai. Si je veux perdre 5 kilos en 2 semaines ou en 2 mois, je ne vais pas mettre en place les mêmes actions. Préciser les choses vous permettra de ne pas perdre de temps. Ok? C'est vraiment, j'insiste parce que c'est vraiment très important. Et la question bonus, en fait, c'est la question que je vous ai posée tout au début, entre 1 et 10, à combien j'estime mes chances d'arriver à atteindre cet objectif? Si vous êtes entre 7 et 10, c'est que vous croyez un minimum en votre capacité à atteindre cet objectif. Et ça aussi, c'est un repère pour vous aider à ne pas perdre de temps. Vous êtes en équipe ou même avec vos enfants, hein, vous pouvez, ces questions, c'est vraiment du tout-terrain. Hein. Si la personne en face de vous a besoin de préciser les choses, elle sera entre 4 et 7. Et là, vous reprenez des questions. En fait, c'était dans combien de temps que tu voulais atteindre cet objectif, hein? Et si c'est entre 1 et 3, c'est que ce n'est pas ça l'objectif. Il faut revoir la première question. En fait, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et ça encore, c'est un gain de temps pour la vie, mais incroyable en fait. De savoir ce que l'autre veut vraiment, de savoir ce que moi je veux vraiment. Vous pouvez passer des années à aller dans une direction alors qu'en fait, vous vouliez aller dans l'autre, mais vous n'étiez juste pas posé la question. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Peut-être que ça ne vous parle pas aujourd'hui, mais gardez-le dans votre poche parce que je vous assure que vous allez le ressortir un jour et ça va vraiment vous faire gagner du temps. Déléguer consistait à accepter que ça soit éventuellement réalisé autrement que ce qu'on avait prévu. Tout à fait. Et pour un soi parfait, c'est très difficile. C'est le fameux 80-20. Je m'assois sur les 20%, voilà. Mais après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Donc, moi, je vous propose plutôt d'apprendre à déléguer parfaitement. Donc, être précis, donner du sens. Est-ce que l'autre visualise ce qu'on attend? Et est-ce qu'il y trouve des bénéfices hein, pour qu'il soit OK pour mettre de l'énergie dans cette tâche? Dans cette responsabilité. Donc, quand c'est urgent et important, c'est à moi de le faire. Ok? Je me pose la question, non, mais en fait, ouais, non, là, c'est à moi. C'est les crises, les délais très courts, etc. Déléguer, ça va vous prendre beaucoup plus de temps que de le faire vous-même. Et là, l'urgence est telle que c'est à vous de le faire. En revanche, quand c'est important et pas urgent, c'est là où il faut savoir planifier. Se donner des rendez-vous avec vous-même. Hein? Se donner des rendez-vous avec vous-même. Je planifie ce qui est important, c'est mon petit cahier. Je continue de regarder et je me donne un rendez-vous avec moi-même pour travailler sur la stratégie de mon entreprise, pour travailler sur telle demande de, je sais pas, sur revoir ma page LinkedIn, etc. C'est pas forcément urgent, mais c'est important pour l'image que je renvoie. Donc, je me donne rendez-vous jeudi de 10 à 12 ou de 10h à 10h10, pour celles qui procrastinent beaucoup là-dessus, de travailler là-dessus. Mais je me donne un rendez-vous avec moi-même. Je le planifie, sinon je ne le ferai jamais en fait. Or, c'est important. Et c'est là où, quand on ne fait pas les choses qui sont importantes pour vous, bah, vous glissez par rapport à ce qui a du sens pour vous. Et c'est là où on ressent le mal-être, etc. Parce que, en fait, vous dépensez de l'énergie sur des choses qui ne vous ressourcent pas. Donc, l'idée, c'est bien de trouver ce qui a du sens pour vous pour dépenser de l'énergie sur des choses qui vous ressourcent et qui vous ramènent de l'énergie. Donc, au final, vous êtes OK de passer ce temps-là.
Des petites astuces, on en a déjà parlé. Voilà, je définis ma tâche, combien de pourcents je veux mettre sur cette action. Je liste mes priorités. Là, on parle toujours de la vie pro, de la vie perso, je vous assure, hein. Ajouter une troisième colonne, ça va vous changer un petit peu la vie aussi. La vie familiale. Parce que aller à l'EHPAD ou changer les couches, c'est pas forcément quelque chose qui va vous ressourcer personnellement. Et donc, quand on ajoute cette colonne familiale pour qualifier vos tâches, ça vous permet aussi de ne pas oublier la case individuelle, personnelle, hein, qui souvent est mélangée avec la case familiale, mais en fait, ça ne vous ressource pas forcément de changer les couches. Donc, voilà. Vie pro, vie perso, vie familiale. L'urgent du non-urgent. Qu'est-ce que vous en pensez les autres, là, pour répondre à la question de Caroline? Éventuellement, un truc quand on a du mal à distinguer l'urgent du non-urgent. Voilà, vital. Une question. Le sens. Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Avec quel regret vous serez le plus prêt à vivre? Ça, c'est une question aussi que vous pouvez garder en tête. Je vous laisserai prendre le temps de regarder les réponses et on va avancer. Voilà, et je quantifie mes tâches. Voilà, je préserve les moments où je suis efficace et je me donne des rendez-vous avec moi-même. Savoir se faire aider. Je pense au collectif. J'installe le rituel du collectif. Je demande à Google déjà, si je veux pas trop me montrer que je demande de l'aide, parce que pour moi, c'est encore un peu un acte de faiblesse. Hein, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est vraiment très importante. Vous pouvez tout à fait demander à Google un peu d'aide et ça ne vous coûtera pas trop pour les soins forts. J'imagine que vous connaissez cette image. Vous voyez une vieille dame ou une jeune dame? Les deux. Les deux. Je pense que vous avez déjà toutes eu connaissance plus ou moins hein, de cette image. Ok? Une jeune d'abord. D'accord, Catherine. Et donc, pour les soins forts, ou ceux qui sont entourés de soins forts autour d'eux, okay, vraiment, aidez-les en les aidant, en se disant, OK, toi, tu vois une jeune dame, mais moi, je vois une vieille dame. OK? Et la situation, c'est la même. Il y a les deux. OK? Donc, si toi, tu vois la jeune dame, souviens-toi de cette image parce que sois prêt à croire qu'il y a peut-être aussi une vieille dame dans la situation que tu es en train de vivre. Il y a une vieille dame, vous ne voyez pas là, Fatia, celle de 80 ans? Je vous laisserai reprendre la présentation pour voir la distinction. OK? Alors là, sur cette image, imaginons que c'est la réalité. Mais moi, dans ma réalité, je ne vois que la jeune. Mais mon collègue me dit, mais non, moi je vois que la vieille. Ben, on a tous les deux raison. Sauf qu'en fait, on communique mal. Et en fait, on ne sort pas de notre cadre de référence. On ne se dit pas, tiens, il y a peut-être une autre vision des choses possibles. Or, le soi fort, c'est ce qui doit s'obliger à se dire en permanence pour arriver à demander de l'aide. Sinon, il va être isolé à l'ère du digital parce qu'il y a des expertises partout. Lui, il va dire, mais non, je peux faire tout seul, je vois que la jeune, etc. Et d'autres qui vont dire, mais non, tu as besoin d'aide. Et regarde, si tu ajoutes cette expertise, en plus, tu verras la vieille. Et en fait, on a tous les deux raisons. En fait, il y a la vieille et la jeune, la personne âgée et la jeune. OK? Mais peu importe, Fatia, en fait. Peut-être que vous êtes justement dans un profil soi fort à voir, hein, est-ce que vous arrivez à exprimer vos émotions, etc. Et justement, c'est très difficile pour un soi fort de voir les deux. Et c'est là où c'est génial parce qu'en fait, Kierkegaard il nous disait, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est la difficile qui est le chemin. Donc là, pour vous, c'est difficile de voir les deux. Donc c'est justement ça votre chemin, de vous rappeler qu'il y a peut-être une autre vision des choses sur la situation que vous êtes en train de vivre. Vous vivez la jeune, il y a aussi la vieille. Et c'est demander de l'aide qui vous permettra de voir la vieille. Qu'on prenne le temps de regarder, si tu mets l'œil là, le rouge à lèvres là, tu vois bien. Tout ça, c'est savoir demander de l'aide, d'aller voir une autre vision des choses. Donc le soi fort pour arriver à bien gérer son temps et donc ne pas perdre de temps à être trop isolé et ne pas profiter de l'aide des autres, entre guillemets, il doit se rappeler cette image, hein, vraiment pour ouvrir son esprit, comme vous dites, Syl. OK? Et aussi utiliser la communication non violente, que vous connaissez peut-être,
pour arriver à exprimer quelque chose qui vous paraît insurmontable. J'utilise les faits. Les faits, les faits, les faits, hein. Je me cantonne aux faits. J'ai 2 jours pour rendre mon rapport, ou j'ai 2 jours pour écrire ma lettre de motivation et mon CV, alors qu'en fait, ça m'en demanderait 4 par rapport au job demandé. J'ai un sentiment, ça me stresse parce que j'ai envie de bien faire les choses et en plus, j'ai un peu l'impression que c'est une question de vie ou de mort pour moi, donc je me mets la pression, et j'aime bien être engagée quand quand j'ai un délai. Ça répond à quel besoin? Justement, mon besoin d'engagement, on vient de le dire, hein. Je suis stressée parce que, justement, mon besoin d'engagement est insatisfait parce que je ne vais pas pouvoir rendre mon CV, ma lettre de motive à temps. OK? Et donc après, j'arrive à ma demande parce que je suis passée des faits à mon besoin, à mon émotion qui répond à un besoin insatisfait. Quel est-il? Le besoin de l'engagement. Et donc, en fait, ce que je veux demander, c'est un délai supplémentaire. Eh bien, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit d'aller envoyer un message au recruteur en disant bah, est-ce que ça vous paraît raisonnable d'attendre jusque mardi pour lire ma candidature de manière à ce que je puisse la faire au niveau que je souhaite. C'est toujours essayer de formuler ce qui est important pour vous par rapport à votre émotion et vos besoins. Parce que quand un besoin est insatisfait, c'est là où il y a la violence qui commence à arriver. Okay? Vraiment utiliser la communication non violente pour arriver à exprimer ce qui vous paraît insurmontable. Et donc arriver à demander de l'aide. Mais je commence par les faits. Les faits, les faits, les faits. L'émotion que ça me procure, qui répond à tel besoin insatisfait. Et donc, c'est pour ça que je demande ça, en fait. Okay. Les faits plaisir, la gestion des emails. Je vous enverrai le lien. Agathe, si vous pouvez le faire transférer de la petite vidéo pour ne pas perdre trop de temps, parce que je vois que le temps passe et justement, je sais que vous êtes disposés à rester un petit peu plus, mais on va quand même borner le temps. Donc, cette vidéo, on pourrait la regarder ensemble pour donner un petit peu d'air à la présentation. Elle est rigolote, elle est sympa. Ça dure 5 minutes, même pas 3 minutes. Et c'est une mise en situation d'une personne qui perd un peu le pied avec ses emails. Donc, vous l'aurez par lien. Ce qu'il faut pour le fait plaisir, c'est d'arriver à attendre. À attendre. Mais c'est très difficile, hein, quand on a envie d'aider l'autre, de ne pas l'aider. Et parfois, ça peut justement être pire d'aider l'autre que de l'aider parce que ça ne va pas l'aider à le responsabiliser. C'est cette idée de « je t'apprends à pêcher et je ne te donne pas le poisson ». Hein. À la demi, on aura terminé, Christine. Souvenez-vous que le mail n'est pas un moyen de communication d'urgence. Si elle feu, je ne vais pas vous envoyer un email, je vais vous appeler, je vais venir vous chercher. Si vous voulez aller aux urgences, vous n'allez pas leur envoyer un email, j'arrive. Non, vous y allez. Le mail n'est pas un moyen de communication d'urgence. OK? Qu'à partir de ce moment-là, si je réponds pas dans l'urgence, ça va, c'est pas la fin du monde. OK? Les faits plaisir, retenez ça. Le mail n'est pas un moyen de communication d'urgence. Hein. C'est difficile, mais encore une fois, hein, Marie-Aline, c'est vraiment ça l'idée. Kierkegaard, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Si quelque chose vous paraît difficile, tant mieux, c'est-à-dire que vous travaillez sur vous. Souvenez-vous, un bon usage du temps, c'est avant tout un bon usage de vous. Fixer des plans. Oui, mais vous pouvez aussi être exemplaire et rappeler ça et enseigner ça, dire que vous avez l'exemple là du feu ou des urgences, Stéphanie. Utilisez-le maintenant, appropriez-vous ce petit outil, cette petite phrase, pour que vos collaborateurs soient également conscients de tout ça. Et les patrons, aujourd'hui, ils disent « Moi, je regarde mes mails 3 fois par jour, c'est largement suffisant. » Vous pouvez aussi faire ça à votre niveau, il n'y a pas de raison. Essayez en tout cas. Encore une fois, l'idée n'est pas d'adhérer à tout, mais voir ce qui vous parle et là où vous êtes prêt à mettre un petit peu d'énergie. Évitez d'en faire la première tâche de la journée. Les 30 premières minutes, souvent, on se rue sur nos mails et pourtant, c'est là où on est le plus efficace. Est-ce que je ne peux pas attendre 30 minutes avant de commencer ma journée avec mes mails et que j'utilise ce temps-là, ces 30 minutes-là, pour écrire mes idées sur le brainstorming d'un sujet où je bute, etc. Ben non, je ne regarde pas mes mails, sinon je vais tomber dans l'addiction des urgences. J'utilise cette fraîcheur cérébrale, là, les 30 premières minutes,
et je suis OK quand même pour attendre 30 minutes avant de regarder mes mails. Ou alors, vous les regardez et puis vous faites cette petite veille, vous savez, hein, où je regarde, mais en fait, je remets non lu, hein, pour être au courant, parce que les soins parfaits, ils ont besoin d'être au courant. Vous ne traitez pas, mais vous êtes au courant. Soyez dans le test and learn pour choisir. Voilà, c'est vraiment ça. C'est pas parce que vous pouvez faire quelque chose qu'il faut le faire. J'ai besoin de quoi? Quelque chose de synchrone, asynchrone, d'être dans le social, d'être dans le processus. Qu'est-ce que je choisis comme outil collaboratif, hein? Parce que beaucoup de monde va vous dire: «Ah, il faut tester ça, c'est à la mode ça, c'est ça, ça». Ouais, mais moi j'ai besoin de quoi? Mais en fait, moi je sais que c'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire. Et en fait, je sais que le post-it, ça me procure énormément de satisfaction parce que j'adore rayer, j'adore le d'ailleurs en plus je réécris ce que je viens de faire pour le rayer à nouveau. Non mais oui, c'est vrai. Et je le chiffonne, je le fous à la poubelle et ça me procure énormément de plaisir. Donc voilà, moi je fonctionne comme ça. OK, Evernote et tout, j'y comprends rien. J'ai essayé, mais ça me convient pas. C'est vous, quoi. Un bon usage du temps, c'est avant tout un bon usage de vous-même. Et pour les derniers, là, les dépêche-toi, ceux qui veulent en faire un maximum en un minimum de temps. Enfin, ça me fait rire parce que j'ai une amie qui est exactement comme ça et en plus, elle bosse dans la 5G. Et en fait, elle va pas y arriver, en fait. Elle va partir. On n'est pas des machines. On n'est pas des machines. Il faut savoir déconnecter pour mieux se connecter, en fait. Est-ce qu'il y a du sens pour nous? OK, c'est pas parce que vous êtes dans une piscine à débordement aux Maldives que vous êtes déconnecté forcément. Donc il faut faire un travail sur comment je me connecte. Je me connecte à quoi? À mon corps, à mon cerveau et à mon cœur. Je retiens ces 3 C là. Quand j'ai du mal à justement déconnecter, je me connecte à mes 3 C, à mon corps, à mon cerveau, à mon cœur. Comment je fais? Je me connecte à mon corps et là, il faut aussi être réaliste, hein. Parfois, vous avez votre boss ou même votre vie familiale qui fait que, bah, il y a que le soir où vous allez à nouveau aller sur l'écran, alors que vous étiez sur l'écran toute la journée, mais là, vous avez besoin d'envoyer cette candidature ou de faire cette charrette pour votre patron. Je suis obligée de travailler, donc comment je fais? Saint Augustin nous disait: «Il ne faut pas chercher à avoir une charge plus légère», hein. La vieille dame, la vieille jeune dame, de toute manière, c'est comme ça, c'est ça la situation. OK? Donc je vais chercher à avoir des épaules plus solides. Comment je fais? Je me connecte aux parties de mon corps les plus sollicitées grâce au yoga au bureau. Et là aussi, je ferai passer un lien avec une petite astuce pour justement réhumidifier vos yeux. Et là, vous avez plusieurs pages du livre d'Anne-Charlotte Zucchino sur le yoga au bureau. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre legging et votre tapis de sol, hein. C'est juste vos talons, etc. Pas de problème, hein. C'est vraiment des postures adaptées au yoga au bureau pour vous connecter à votre corps et en fait derrière déconnecter pour vous ressourcer. Pour à nouveau arriver à faire un maximum de choses en un minimum de temps. L'idée, c'est de ne pas changer, hein. Les dépêche-toi, restez des dépêche-toi. Ça vous pousse, ça vous donne une motivation qui vous fait être là où vous êtes aujourd'hui. C'est juste qu'on ne veut plus subir, on veut décider. Donc quand ça commence à me coûter d'être comme ça, ben, je vois à quoi je me connecte. Je me connecte à mon corps, donc les astuces de yoga au bureau. Je me connecte à mon cerveau. Et là, ça veut dire je me connecte à ce qui a du sens pour moi. C'est la même question que le oui et le non. À quoi je me connecte quand je déconnecte? Je me connecte à regarder le ciel, prendre du recul sur la vie quand je me déconnecte de mon écran. Okay. Je me connecte à un mandala pour reprendre, pour me concentrer à nouveau, être à nouveau attentive quand je me déconnecte de mon dossier de fond et je suis en train de tout compliquer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tant une question de digital ou pas, là, c'est vraiment une question de je me connecte à quelque chose qui a du sens pour moi. Là, j'ai besoin de retrouver de la concentration. Je me connecte à mon mandala et je vais faire un peu de coloriage pour me déconnecter de mon dossier de fond parce que je suis en train de compliquer les choses. Ça veut dire formuler les bonnes choses. Souvenez-vous de l'éléphant rose, hein. Je formule les bonnes choses. Je me force à me poser ces questions et je me force à y répondre pour envoyer les bons messages à mon cerveau qui trouvera les ressources pour y arriver. Et je me connecte avec mon cœur, pardon. Des recharges de poste ou création de boîte à la maison avec les sollicitations que ça génère. Mais en fait, parlez-moi de ces différences, on en parlera après pour terminer on verra ça après, mais en soi,
Il n'y a pas vraiment de différence et on verra ça après. Okay, se connecter avec son cœur, c'est quoi? C'est je me connecte à mon thermostat émotionnel. On a beau vous raconter toutes les belles histoires du monde, si votre thermostat émotionnel, c'est-à-dire si vous êtes trop en colère, vous êtes trop chaud, si vous avez trop peur, vous êtes trop froid, bah, tout ça c'est égal à 0. Hein, tout ce qu'on vous dira au moment où vous êtes trop en colère, tout ce qu'on vous dira au moment où vous avez trop peur et vous êtes figé, bah, ça fera toujours égal 0. Donc pour que quelque chose m'apporte, pour que je grandisse, pour que j'apprenne, etc., il faut que mes émotions soient à un thermostat OK, je ne sois pas à 0, parce que sinon ça va toujours être égal à 0. Comment je fais? Je bois de l'eau, je respire, je bouge et je souris. Pourquoi je dis ça alors que ça a l'air d'être des banalités? Pour reprendre le contrôle sur ses émotions. Il faut savoir que le cerveau émotionnel est plus rapide que le cerveau rationnel. Donc c'est normal d'avoir une émotion qui vient comme ça d'un seul coup. Chac. Et donc pour court-circuiter ce cerveau émotionnel, je bois de l'eau pour redonner de la nourriture en gros à mon cerveau rationnel pour qu'il soit capable de réfléchir à nouveau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, entre les neurones, les neurones, ils sont gorgés d'eau. Et donc, pour fonctionner à nouveau, il leur faut à boire, quoi, entre guillemets. Il leur faut de l'eau, leur environnement naturel. C'est pour ça que le matin, quand vous vous réveillez, vous buvez de l'eau, parce que votre cerveau, il a cogité toute la nuit. Il faut lui redonner à boire pour que les neurotransmissions fonctionnent à nouveau. Je respire, c'est pareil, je lui donne de l'oxygène. Et je bouge, je donne un petit coup de sang dans le système pour que mon cerveau rationnel reprenne le dessus sur le cerveau émotionnel. Et je souris, je force mon sourire. Comme ça, vraiment, je me force. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous forcez le sourire, faites-le là, derrière votre écran. En fait, ça détend là. Naturellement, ça va détendre vos muscles du visage. Et donc, en plus d'être un peu plus détendu, vous allez avoir l'air détendu. Hein. Et ça va renvoyer une meilleure image de vous et vous aider à reprendre le contrôle de vos émotions. Pour terminer, il faut aussi être rassuré. Hein. On a 24 heures, c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'on a 168 heures dans une semaine. Donc l'idée, c'est bien d'être dans le présent pour arriver à capter ce petit sac à main de temps. Qu'est-ce que je mets dedans? La difficulté, vous allez me dire, c'est d'être dans le moment présent parce qu'en fait, votre cerveau il est toujours balancé dans le passé ou dans le futur, il fait ça, et c'est normal parce que c'est le rôle de notre mental. Et il y a un livre sur le pouvoir de maintenant d'Eckhart Tolle qui nous dit c'est tout à fait normal de stresser parce que en fait, vous avez envie d'être là tout en étant là, donc c'est normal. Et son astuce, c'est de dire à partir du moment où vous prenez conscience justement de ne plus être dans le présent, eh bien vous l'êtes. Encore cette histoire de mots. Apprenez des mots par cœur pour vous aider tous les jours. Écrivez-les sur des post-it, mettez-les dans votre sac, sur votre cuisine, votre frigo, etc., vu qu'on est à la maison. À partir du moment où je me dis, tiens, petit cerveau, tu es en train de me balader dans le passé, dans le futur, coquin, je suis en train de me perdre du temps parce que tu vas là. Mais d'avoir conscience et de lui parler et de lui dire, attends, je prends conscience que je ne suis plus dans le présent, en fait, je reviens tout de suite dans le présent. Et ça, c'est magique. Vous ferez l'expérience, c'est génial. Parce qu'après, vous recontinuez. Et si c'est difficile de se remettre sur une tâche, je respire, je fais ma cohérence cardiaque, ou alors je me dis, je le fais 10 minutes. Il est la nuit, j'y vais jusque 40 et je suis OK avec ça. Donc l'idée, c'est là de se dire, quel est le petit rituel que vous pensez pouvoir mettre en place pour reprendre un peu le contrôle de vous-même? Avec quoi repartez-vous de cet atelier? Et on prendra le temps après, pour celles qui ont des questions, là, j'ai vu là sur la fin, de prendre le temps de répondre à vos questions. Mais là, c'est la fin de l'atelier. C'est important, de la même manière où vous êtes posé la question en quoi cet atelier sera utile pour moi, là, d'utiliser votre cerveau aussi en vous disant avec quoi je repars. C'est quoi le petit truc tout terrain avec lequel je suis OK et que je suis prête à mettre en place dès aujourd'hui. Borner le temps, just start it, faire la bulle. Nathalie, vraiment, déjà concentrez-vous. Évite le etc. par exemple, c'est quelque chose qui vous empêche de borner le temps. Vous voyez, il y a le etc. il est trop flou. Prenez-en 1, 2, 3, c'est bien. Mais le etc. va envoyer le message à votre cerveau qu'il peut mettre plein d'autres choses. Et en fait, il va mettre trop de choses et donc pas
pas une efficacement. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, écrivez-le, écrivez ce que vous avec quoi vous repartez. C'est vraiment important de le dire, de l'écrire, heu et aussi de vous demander maintenant, voilà, maintenant j'en suis où? Entre 1 et 10. À combien j'estime mes chances de pouvoir mieux organiser mon temps? Voilà, entre 7 et 10, c'est vraiment cette idée de: «Je suis prêt à croire que je vais y arriver». Entre 4 et 7, c'est vraiment dites-vous: «Bon alors je vais reprendre, repréciser, reposer des questions, envoyer un message à Pauline, sur LinkedIn ou par mail», comme vous voulez. OK? Pour avoir plus de précision sur quelque chose qui était trop flou et j'ai besoin de me poser, prendre le temps, d'aller plus dans le détail. OK? Et on peut prendre ce temps-là avec plaisir. Et si c'est encore 1 et 3, là, c'est que c'est pas le sujet du temps qui est derrière, vos problématiques, il y a autre chose. OK? Bah, merci pour, tous vos messages. Moi, c'était un plaisir, hein. Je suis ravie, que vous repartiez, avec cet enthousiasme et effectivement, moi, je suis vraiment, contente, de pouvoir partager et continuer la conversation avec vous, sur LinkedIn ou par message. Voilà. Mmh. Donc celles qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser pour, on peut prendre, si vous voulez, jusque 45. Là, on peut se prendre un quart d'heure, pour, prendre le temps, celles qui ont des précisions, qui aimeraient avoir des précisions. Bonne journée à toutes. En plus, c'est sympa. Je crois que la semaine prochaine, en plus du soleil, on aura un peu de chaleur et ça va donner aussi un nouveau souffle. Merci beaucoup, Pauline. De rien. Il y avait une personne là, c'était, qui avait vraiment une question, sur, le fait d'être à la maison, c'est différent et cetera. Oui, Comment sur le rapport au temps en phase de recherche d'emploi ou de création d'activité, effectivement, par rapport à celui de quand on est au bureau, où notre temps bah, déjà est borné par notre présence au bureau, ce qui n'est pas forcément le cas oui, lorsqu'on est en recherche d'emploi ou en création d'activité où on est chez soi. ou pas parce qu'en fait, au bureau, on peut aussi avoir l'esprit qui divague. On est au bureau, mais on n'est pas au bureau en fait et les enjeux sont, en fait, avec mon regard, les mêmes. Hem Encore une fois, l'idée, c'est de faire l'effort de d'abord comprendre qui je suis, comment je fonctionne. OK? Qu'on soit au bureau ou à la maison, c'est vraiment ça le 1er enjeu et de voir ce que ça me coûte d'être dans mon profil perfection ou dans mon profil qu'est-ce que ça me coûte dans ma perte de temps, par exemple, parce que, bah, c'est tellement parfait que, il faut que comme je suis à la maison, ma cuisine soit nickel, mon panier de linge soit toujours vide, vous voyez ce que je veux dire? Heu et c'est exactement la même chose que, bah, je veux toujours répondre à mon patron ou j'entends la discussion à la machine à café. On peut imaginer vraiment des scénarios dans tous les contextes. Donc c'est d'abord, je prends conscience de qui je suis, comment je fonctionne et c'est OK. Il y a pas c'est bien, c'est mal, hein, encore une fois. C'est vraiment comment je fonctionne et après voir ce que ça me coûte et ce que ça m'apporte et quand ça me coûte trop, voir comment je peux dépasser ça. Est-ce que vous voulez vous exprimer, Il y a des questions sur les listes aussi, Pauline, en disant, voilà, avec le système de post-it ou de to-do list, les post-it s'ajoutent les uns aux autres et on n'en voit pas forcément le bout. Donc, est-ce qu'il y a une technique pour pouvoir voir le bout des listes qui n'en finissent bah, pas? déjà les aimer ces listes, hein. Si vous les faites, c'est aussi parce que vous en avez besoin, vous aimez les voir, vous aimez peut-être être occupé, mais vous avez plus conscience de ça. À partir du moment où vous avez conscience que vous aimez avoir des choses à faire, ça change déjà tout, hein. Il n'y a pas de bout à une to-do list se dire que ça fait déjà il n'y a pas de bout à une to-do list se dire ça, c'est déjà un grand pas. Oui, après, ce qui est difficile, Jeanne, c'est qu'on sait aussi dans les neurosciences que notre cerveau a besoin d'un début et d'une fin. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de fin dans une to-do list, c'est ça aussi qui crée ce sentiment d'angoisse dont parlait la personne qui parlait de ces to-do list qu'elle subissait en fait. Donc, est-ce que je les aime ou pas, ces to-do list? Est-ce que je suis honnête avec moi-même, avec mes to-do list, hein? Parce que, en fait, je peux aussi aimer.
en avoir partout. OK ? Et déjà, je le vis un peu mieux. Si je ne le vis pas mieux parce que je ne les aime pas, etc., effectivement, c'est cette idée de borner le temps, de borner ma to-do list. Hein, c'est-à-dire que quand j'ai plus de 4 post-it, parce que je regarde mon bar parce qu'en fait, j'ai plein de post-it et plein de to-do list, mais je prends tellement de satisfaction à prendre 5 minutes toutes les semaines et je prends tous mes post-it et là, j'en fais plus qu'un seul, mais je sais que j'aime ça, de jeter tous ceux qui sont là et d'en faire une neuve. Et c'est à vous de voir comment vous fonctionnez aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, voilà, Raphaël. Mais si vous les subissez, c'est que peut-être qu'il faut changer d'outil, effectivement. Quel est le meilleur support pour gérer son temps à la maison, à jardin papier ? Alors, qu'est-ce que vous entendez par à la maison, en fait ? Qu'est-ce qui vous gêne dans le à la maison ? Le fait qu'il y ait le linge, la cuisine, les courses, tout ça ? Le temps présent est dur à vivre, pas heureux. Alors là, l'idée, c'est d'aller chercher des petits plaisirs tout simples, hein, Marie et Aline. Marie-Aline, les petits plaisirs tout simples, c'est reprendre conscience de votre corps déjà. Tiens, je me mets du mascara, ça me fait du bien, je renvoie une bonne image de moi, même si je n'ai pas besoin de le montrer à quelqu'un, ce mascara. En fait, vous n'êtes jamais seul, hein. Vous êtes toujours avec vous-même. Marie-Aline, vraiment, souvenez-vous, vous êtes toujours avec vous-même. Donc, faites attention à vous. Même si ce mascara, parce que vous n'allez pas sortir, parce que vous êtes à la maison, etc., vous n'allez pas en avoir besoin, entre guillemets, ben, en fait, si. Parce que vous allez en avoir besoin par rapport à l'image que vous renvoyez le matin ou quand vous croisez un miroir chez vous, vous dites « Ah bah tiens, en fait, ça va, je renvoie une image qui me plaît plutôt que celle d'un pyjama parce que je reste chez moi. » Vous voyez ce que je veux dire ? Souvenez-vous, hein, vous n'êtes jamais toute seule, vous êtes avec vous-même. Dominique, est-ce que vous avez des précisions par rapport à votre question ? Recherche d'emploi m'ont fait perdre l'envie et engluer, perte de repères. J'ai beau me créer des plannings, je n'arrive pas à me respecter, du coup, frustrée, découragée. Ouais. Ça, c'est normal, hein, quand on passe de tout à rien. Il faut comprendre ce que vous aimiez dans le côté hyperactif. Donc, je pense que vous étiez Est-ce que vous l'aimiez d'ailleurs, ce côté hyperactif ? Est-ce que vous êtes une dépêche-toi ? Si vous êtes une dépêche-toi, il faut retrouver du dépêche-toi dans votre quotidien pour retrouver votre référentiel qui est légitime pour vous. Peut-être, Agathe, ce qu'on peut faire, parce que j'ai du mal à suivre le fil, je vous propose de vous envoyer mon adresse mail, ou même sur LinkedIn, vous pouvez me contacter, de préciser vos questions et je serai ravie d'y répondre ou d'échanger avec vous, parce qu'en fait, j'arrive pas à lire les réponses. Voilà. Oui, c'est compliqué parce que tout s'enchaîne et chacune est dans sa conversation, donc c'est un petit peu difficile, c'est sûr. Oui, et je peux aussi vous envoyer un test pour... oui, il y a des liens pour les drivers, Sophie. Tout ça. Plus lien driver, ok. Je me note. D'accord. Bah, du coup, j'attendrai votre mail avec les liens drivers et ce que vous aviez indiqué aussi, peut-être des liens de vidéo. Ouais, ça, tout à fait. Et mon mail et la présentation. Ok. Ok. Ok, parfait. Ben, on se dit ça alors. Et les références des livres, ouais, Eckhart Tolle, D8, ok. Et Vucino. Très bien. C'est noté. Parfait. Super. Merci pour Bientôt, tout, Pauline. bonne journée.